Salut à tous, dans cette vidéo j'aimerais vous parler un petit peu de mon parcours personnel. Pourquoi j'ai commencé à apprendre le japonais, de quelle manière je m'y suis pris jusqu'à maintenant, et pourquoi j'ai créé cette chaîne Itsupela. Ok, c'est parti. Tout d'abord, pourquoi est-ce que j'ai commencé à apprendre le japonais? Bien, je pense qu'il n'y a pas forcément qu'une seule raison, il y a plusieurs choses qui sont un petit peu additionnées. Déjà, je pense qu'il y avait un potentiel quelque part enfoui en moi depuis l'enfance, avec les jeux vidéo, les dessins animés japonais. Ça a créé pour moi un premier intérêt pour le Japon que j'avais peut-être pas réalisé jusqu'à récemment. Je dirais que l'élément qui a été vraiment déclencheur pour moi dans ma motivation pour apprendre le japonais, c'est suite au premier voyage que j'ai fait là-bas en 2016. Et ça a été vraiment une expérience formidable. Le fait d'être seul, ça m'a permis de discuter un petit peu avec les gens sur place, avec un peu de japonais que j'avais commencé à apprendre, essayer de communiquer sans utiliser l'anglais. Mais j'ai le sentiment que cette expérience, un petit peu plus authentique que le circuit touristique, on va dire classique, a vraiment transformé mon voyage et l'a rendu complètement inoubliable. Il faut savoir que la proportion de japonais qui parlent couramment anglais, qui sont capables de le parler en étant à peu près à l'aise, est très très faible. Même parmi les jeunes japonais, il y a très très peu de jeunes japonais qui maîtrisent suffisamment l'anglais, ou peut-être simplement, comme ils ne pensent pas le maîtriser, eh bien ils n'osent pas le parler. Donc de fait, c'est assez difficile de parler avec n'importe qui dans la rue si on ne peut pas parler japonais. Si vous voulez parler avec des locaux, vous allez être très vite limité si vous ne parlez que anglais. Pour moi, le japonais est vraiment indispensable pour avoir ce genre d'expérience. Et c'est suite à ça que je me suis dit, si j'apprends plus le japonais, si j'apprends à maîtriser cette langue, alors je pourrais converser encore mieux avec les gens sur place. Je suis d'ailleurs reparti au Japon plusieurs fois après ce premier voyage, et j'ai pu notamment voir la progression après chaque voyage, comment j'avais pu améliorer ma capacité à parler le japonais, et chaque voyage a en quelque sorte reboosté ma motivation pour apprendre la langue. De retour de mes voyages au Japon, j'ai eu à chaque fois envie de poursuivre un petit peu plus ma soif de connaissances sur cette culture. Et donc j'ai lu sur beaucoup de sujets, évidemment sur la société japonaise moderne, quels sont ses bons mais aussi ses mauvais côtés. C'est important de ne pas avoir une vision uniquement du Japon comme étant un pays magique où tout est merveilleux. Il n'y a aucune culture, il n'y a aucun pays qui est parfait. Mais aussi sur des choses plus sur la culture traditionnelle japonaise, voire sur l'histoire même, par exemple médiévale du Japon, que je trouve particulièrement intéressante. Ok, deuxième partie, comment j'ai appris le japonais. Contrairement à ce que vous pensez peut-être, j'ai pas commencé le japonais au moment de mon premier voyage en 2016, j'ai commencé un petit peu avant. En fait, j'ai commencé en fin 2013, un petit peu comme un défi, j'avais envie de faire quelque chose de nouveau, donc je me suis dit, allez, je vais essayer d'apprendre un peu de japonais. Je me suis même donné un petit challenge de passer le JLPT N5, donc c'est un test d'aptitude avec un niveau quand même assez simple, le N5 est assez facile à passer. Mais bref, ça m'a donné une petite motivation pour essayer d'apprendre vraiment les bases de la langue. C'est à cette période-là que j'ai découvert le logiciel Anki qui m'a permis d'apprendre par cœur à peu près 700 mots de vocabulaire qui étaient nécessaires pour cet examen-là. Donc j'ai pu constater la puissance que pouvait avoir un outil comme Anki pour mémoriser des informations. Mais la motivation n'était vraiment pas encore là. J'avais pas encore la passion pour le Japon, pour la langue japonaise. Donc j'ai pas vraiment continué dans les années qui suivent. C'est uniquement après mon premier voyage que là ma motivation restait à un très haut niveau jusqu'à maintenant. J'ai commencé par apprendre le japonais par moi-même, en suivant différentes informations que je trouvais sur internet. Au départ, je me suis beaucoup focalisé sur l'apprentissage du vocabulaire, essayer d'apprendre un maximum de vocabulaire par cœur. Et quand je relis par exemple les premiers textes que j'ai essayé d'écrire en japonais, on ressent vraiment que j'ai raisonné de manière française, j'ai vraiment une façon de penser qui est française et j'essaie de traduire littéralement du français vers le japonais. Or le problème c'est que le japonais c'est une langue qui est très très différente du français, donc faire ce genre de traduction littérale ne marche absolument pas. Heureusement j'ai fini par me rendre compte que le vocabulaire c'était pas tout et que par exemple en termes de grammaire j'avais de grosses lacunes. Et pour essayer de fixer ces lacunes, j'ai commencé à prendre des cours de japonais, donc des cours collectifs. C'était en 2017. J'ai réussi grâce à ce cours à me motiver pour bosser un peu plus la grammaire et arriver par exemple à maîtriser des choses très basiques comme la conjugaison des verbes. Mais du côté vocabulaire et kanji, j'avais finalement pas mal d'avance par rapport au niveau du cours. Et c'est à peu près à ce moment-là que j'ai réalisé l'intérêt de l'immersion comme une méthode d'apprentissage des langues. J'ai commencé par regarder des séries en japonais, c'était à peu près vers 2019, où j'ai essayé de faire ça régulièrement pour entraîner mon oreille, mais aussi pour apprendre du nouveau vocabulaire, mais avec des contenus qui sont destinés à des japonais, pas à des contenus on va dire scolaires. J'ai pris la décision d'arrêter les cours collectifs pour vraiment me focaliser sur l'immersion, ce qui à l'époque n'était pas forcément évident parce que j'avais juste commencé à faire de l'immersion.
On peut pas dire qu'il y avait déjà des premiers résultats. Mais quand par exemple je voyage au Japon, j'ai toujours constaté que à la fin du voyage, quand je rentre à Paris, mon niveau de japonais est toujours plus élevé. Le simple fait d'avoir passé seulement quelques semaines dans le pays a boosté en quelque sorte ma capacité déjà à comprendre assez bien la langue et un petit peu à la parler. En 2020, j'ai vraiment approfondi la manière dont j'apprends la langue, la méthodologie avec laquelle j'apprends la langue. J'ai notamment découvert les méthodes basées sur l'immersion que sont EMIA, qui s'appelle maintenant Refold, ou d'autres communautés d'apprentissage par immersion, ce qui m'a aussi un peu rassuré quelque part dans la direction dans laquelle je m'étais lancé, le fait d'utiliser l'immersion comme le cœur de mon apprentissage. En plus des séries que je regardais régulièrement, j'ai ajouté à ça des podcasts et de la lecture. Pour la lecture, ça a été un petit peu difficile au début, j'ai tenté de lire des romans, mais c'est quelque chose qui n'est pas du tout évident quand on démarre, que les seules lectures qu'on a eues, c'est les manuels de japonais par exemple, qui sont relativement simples. J'ai trouvé une petite astuce, c'est de commencer par lire des scripts de séries ou d'animés, qui sont relativement plus simples que par exemple un roman ou une nouvelle écrite en japonais. Si vous voulez en savoir plus sur cette astuce, j'ai fait une vidéo là-dessus, donc vous pouvez aller regarder, j'ai mis une petite carte là, pour vous donner plus de précision. En plus de l'immersion, j'ai complètement changé ma façon d'envisager l'apprentissage des kanji. Jusque-là, j'essayais de manière assez, on va dire, brute, d'apprendre par cœur tous les tracés, toutes les prononciations. C'est notamment la méthode qui est privilégiée dans les cours cognitifs, dans les cours, on va dire, classiques de langue, et qui, à mon avis, n'est pas très efficace et plutôt contre-productive. Donc j'ai switché sur des méthodes avec Remember the Kanji, des moyens mnémotechniques qui permettent d'apprendre facilement la signification de chacun des caractères. Et vraiment, ça m'a complètement changé la vie. J'ai pu apprendre très vite la signification de la plupart des kanji courants. Et enfin, un dernier point dont j'ai pris conscience l'année dernière, c'est la nécessité de travailler aussi sur son accent. Avoir un bon accent en japonais, bien prononcer les mots, c'est pas quelque chose qui est forcément évident. Il y a pas mal de règles qui existent dans la manière dont chaque mot se prononce avec quel genre d'accent, et aussi la manière dont ça fonctionne quand on met plusieurs mots ensemble dans une phrase. Et c'est quelque chose que j'avais pas du tout étudié jusqu'à maintenant. Donc j'ai commencé à suivre des cours d'un youtubeur qui s'appelle Dogen, qui propose des cours de phonétique japonaise qui sont très très intéressants, et même juste comme une introduction pour être conscient que voilà, l'accent en japonais c'est quelque chose qui se travaille. Donc voilà, j'ai pris conscience aussi de cet aspect-là de la langue japonaise. Actuellement, nous sommes début 2021, et ce que je peux vous dire, c'est que vraiment l'immersion pour moi fonctionne. Je peux maintenant en voir les effets, ce qui était pour moi quelque chose de très théorique, même encore l'année dernière. Je m'aperçois vraiment de la différence que ça fait dans ma capacité notamment à comprendre la langue. Et donc c'est de manière beaucoup plus sereine que je vais continuer sur cette lancée-là pendant cette année 2021. Avec beaucoup d'immersion parce que je suis maintenant, comme je vous l'ai dit, convaincu de l'effet positif que ça a sur mon apprentissage de langue. Simplement, j'ai décidé de mettre un peu plus l'accent sur la partie lecture par rapport à l'année dernière. Je pense que investir dans la lecture du japonais, lire régulièrement des livres, ou ça peut être simplement des articles sur internet, c'est un effet très positif. Ça a plus d'impact que le fait de regarder une série, écouter un podcast. Donc en particulier, si vous avez un niveau intermédiaire, si vous êtes capable de lire de façon, on va dire, assez confortable des contenus en japonais, alors je vous incite vraiment à faire ça de façon très régulière. Moi, je vois vraiment les effets. Maintenant, ça doit faire à peu près, ça doit faire même plus de 6 mois que je lis pratiquement tous les jours du japonais. Et je vois vraiment une différence. Troisième et dernier sujet que je voulais aborder aujourd'hui, c'est pourquoi cette chaîne YouTube, pourquoi Itsupela. L'idée de créer cette chaîne, elle est venue quand je me suis rendu compte qu'il y avait des vidéos en français sur l'apprentissage du japonais, mais qui étaient réservées à un public de débutants, qui étaient très bien pour débuter le japonais, mais qui s'arrêtaient au niveau intermédiaire. Et d'autre part, il y avait beaucoup de vidéos qui existaient, de communautés, notamment dans la partie apprentissage par immersion, mais qui étaient en anglais, qui étaient des vidéos faites par des youtubeurs américains, par exemple. Mais il manquait quelque part des contenus qui s'adressent vraiment à un niveau intermédiaire et qui soient en français pour parler à une communauté francophone. Et je me suis dit qu'il y avait là une opportunité de créer quelque chose. Et en plus de ça, bien sûr, l'idée c'est d'apporter aussi moi, mon expérience personnelle, des conseils par rapport à la manière dont j'apprends le japonais. C'est quelque chose sur lequel je passe beaucoup de temps tous les jours, donc j'ai souvent des idées, des astuces qui peuvent être utiles et que j'ai envie de partager avec vous. Voilà donc comment a germé dans mon esprit l'idée d'Itsupela. Et vraiment, pour cette année, j'ai envie d'apporter de la valeur, donc je vais essayer de ne pas faire forcément des vidéos trop fréquemment. Il y a beaucoup de sujets dont j'ai envie de parler, notamment le lien entre l'immersion et Anki, comment combiner les deux intelligemment, comment faire du shadowing, parce que c'est quelque chose sur lequel j'ai commencé à travailler aussi. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à m'indiquer quel genre de sujet serait intéressant, quel genre de sujet vous aimeriez que je traite en particulier.
Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a intéressé d'en savoir un petit peu plus sur moi, sur mon parcours, notamment pour comprendre peut-être pourquoi je fais cette chaîne YouTube, quelle est mon expérience exactement autour de l'apprentissage du japonais. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne si jamais ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Mata kondo!